nous allons continuer sur les parties. Le CSVVA maintenant est créé, donc nous sommes après 1972. Et Hervé va vous parler du développement des années 72-76. Et puis avec oui, Jean-François aussi. Ils sont deux. Il y a deux interlocuteurs. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux micros. Allez. Essaye, Hervé. Allez, à vous. Bon, alors d'abord, je ne suis pas tout seul ici, parce que Jean-François Vendré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même lui qui a assuré la liaison entre la période du président, Yersin, et puis celle qu'on nous a confiée, c'est-à-dire la période 76-78. 3 petites années, mais 3 années importantes dans l'histoire du club. Je l'ai qualifiée d'adolescente. C'est une espèce d'adolescence pour le CSVA. Et c'est une période où les choses sont allées assez vite. Donc, on va commencer par la première année qui est en jeu, c'est l'année 76. L'année 76, c'est une année, alors pour les plus anciens, ils s'en rappellent, c'est l'année de la sécheresse. C'est l'année où on a payé un impôt supplémentaire parce que les champs étaient brûlés par le soleil. C'est une année où effectivement il y a eu une répétition d'excellentes bonnes journées pour le vol à voile, très fréquente, et cette répétition a permis donc un développement rapide du vol à voile, disons sur la montagne. Le site de Chasles donc, ressort cette année comme étant un site assez exceptionnel, parce que juste au coin nord-ouest des Alpes, donc un site qui permet à la fois d'aller assurer une branche assez longue vers le sud, et puis aussi d'aller découvrir ce qui se passe à l'est. Et donc, ça finit par se savoir, ça, parce que l'année 76 reste une référence donc, dans le monde du vol à voile, et donc ça s'est su partout en France, et puis ça s'est su aussi même à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 67? Jean-François va peut-être vous expliquer à travers deux, trois petites anecdotes qu'on volait bien, mais aussi on s'amusait pas beaucoup. Oui, bonjour. Oui, ben, on m'a dit il y aura les officiels, alors tu seras sage. Donc je vous ai évité toutes les histoires à l'Est qui voilà, donc c'est au moment où aussi les sociétés sont devenues internationales que notre club est devenu international, et comme toutes les structures, on a été confronté à des différentes cultures. Je me rappelle une fois, par exemple, avec Patrick Gendard, on avait décidé de battre avec optimisme un record d'Europe en biglace. Donc les Allemands nous avaient prêté un proto avec lequel on était supposé ne pas dépasser les limites de la frontière française. Et puis on a dit, il faut pourtant donner encore du monde, on va faire encore du monde en aller-retour, supérieur à 500 monde. On va faire un aller-retour d'Issantis en Suisse, alors c'est derrière le col de la Fourcade, enfin à l'est, et c'est un petit village bien monastère qui nous servait de point de virage. On y allait avec beaucoup de mal, parce que le temps n'était pas spécial, on avait choisi ce temps-là, parce que le temps pour lequel on avait notre planeur était relativement court. Et puis en revenant, eh bien, on s'est posé à Sion, parce que en face de nous, le Mont Blanc en face de nous, c'était un grand mur tout noir, notre planeur qui faisait 30 de finesse, des bons jours, donc on s'est posé à Sion. Sion, ça faisait 8 heures qu'on était en l'air, bien desséché, en n'ayant pas trop bu, parce que ça crée des conséquences néfastes quand on vole en planeur, pas beaucoup de place. Et on se pose, on est très bien accueillis par les jonctions, fendant bien frais. Bon, bien frais, si bien que cette nuit-là, je ne sais pas où j'ai dormi. Je ne sais pas où j'ai dormi. Le lendemain, une vraiment qui est venue nous chercher. Et puis on a invité ces jonctions qui nous avaient si bien reçus. Donc on les invite là. Arrive dans le psychorigide, un colonel de l'armée suisse, de l'armée de l'air, qui avait une cravate qui lui avait été donnée en soie, qui lui avait été donnée par l'RAF. Et nous, en bon descendant de l'aviation populaire, les cravates, c'était pas tellement notre truc, donc on avait des ciseaux à tremper à l'époque, parce qu'on travaillait sur les planeurs, sur l'entonage, et on lui a coupé sa cravate.
m'a coupé sa cravate en soie. Patrick et moi, je pense pas qu'on a été très séduits par cette initiative de certains. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Une autre fois aussi, après une longue journée d'été, on finit par rentrer les planeurs dans le hangar au chausse-pied, puisqu'ils étaient nombreux, avec un fameux BO que Pierre Alain nous avait conçu, dessiné, et qui était hyper pratique qui faisait de la marche avant, de la marche arrière, du latéral, qui faisait tout pour ranger nos planeurs. C'était vraiment super. Et donc, bon, il faisait chaud, hein, et la famille Bertanier, qui avait des enfants bas âge à l'époque, avait installé une petite piscine à côté du grand hangar, à côté de l'atelier. Et donc, une espèce de folie collective nous a pris, on s'est balancés tous dans l'eau. Et à ce moment-là, on a deux stagiaires anglais, costard cravate, ils devaient sortir des meilleurs clubs de Londres. Ils ont senti le danger arriver, et ils sont pris en courant sur le terrain. Et Christian Blondel nous avait découpé une de chaux fourgonnettes qu'on avait sur une bertanière, qui nous servait à faire tout faire dans le terrain. Et il nous avait découpé ça, donc elle était décapotée du coup, et elle avait juste un plancher derrière. Et quelqu'un m'a dit, je prends un câble de remorquage, on se fait un assaut et on est course. Donc voilà, en train de courir derrière les Anglais, enfin pas de courir, de conduire derrière les Anglais. Quand ils ont vu arriver, ils sont rendus. Donc on les a retouchés, et ils ont sauté dans l'eau volontairement en disant fort de couilles. Voilà. Voilà. Bien, donc vous voyez, on savait aussi s'amuser à cette époque-là, à Chalmaison. On va passer en 1977. Oui, alors, le 76, donc le président c'est Pierre Garcin, l'éternel président, mais le chef pilote, ce n'est plus Bonardo, mais c'est Alain Carré qui doit être présent ici parmi nous. Le voilà, Alain. Donc c'est une période de transition qu'il a vécue. On va passer à 77. Donc 77, c'était l'inverse de l'année 76. C'est-à-dire qu'au niveau de la météo, c'était quasiment pourri. C'était pas une bonne année. Mais par contre, comme on avait effectivement connu une bonne année 76, il y a eu affluence sur le terrain de Chalmaison en 77. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de stagiaires, beaucoup de planeurs étrangers qui venaient avec leurs pilotes, hein, les pilotes et les planeurs. Et tout ça, ça faisait beaucoup de monde. Et c'est, à ma connaissance, c'est la seule fois où on a pu compter 100 planeurs sur le site de Chalmaison. Alors pour vous dire s'il y avait des planeurs, moi j'avais l'habitude d'emmener quelques élèves sur une petite pente qui était cachée là-bas derrière la galope. Il y avait 5 remorqueurs qui tournaient. On faisait pas mal de bruit. Mais ça nous donnait l'avantage de pouvoir aller se placer où on voulait. Et j'avais une petite pente là-bas derrière la galope le matin qui fonctionnait bien. La brise rabattait les feuilles et c'était parfait. Et ce matin-là, donc je décollais un peu plus tard, il devait être 11h du matin. Et quand je suis arrivé sur ma petite pente, il y avait déjà 5 planeurs qui étaient là, qui tournaient. Il y en avait partout, des planeurs. Donc 77, les seules et rares bonnes journées qu'on a connues en 77, il y avait beaucoup de monde. On savait aussi s'amuser en 77, je crois qu'on peut passer à la diapo suivante. On savait aussi qu'en 77, eh bien, Alain Carré, pour des raisons professionnelles, est parti vers Lyon, je crois, il est allé à Lyon. Et Pierre Pellier a débarqué avec son charisme parmi un club déjà qui commençait à bien fonctionner. Donc on a commencé à pas mal voler en double commande, on faisait pas mal de décollage. Et il était bien secondé par Serge Mazoyer, qui doit être parmi nous aussi. Enfin, tout le monde le connaît ou presque. Et donc ça tournait bien. Mais on savait aussi, à la fin des vols, après les vols, s'amuser. On va passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qui pouvait se passer sur le terrain à cette époque. Donc, peut-être que vous reconnaissez sur la diapo de gauche Daniel Bourg. Non? Et puis Pierrette. Pierrette qui était là aussi sur le terrain, parce qu'on avait une cantine qui fonctionnait bien en 77. Bien. Et puis les deux autres, je crois qu'il y a Philo à droite, et puis ça devait être sa femme. Et puis tout à gauche, ça c'était, en dehors des périodes de vol, c'était les réveillons. On a organisé à l'époque des réveillons, et ce réveillon 77, vous voyez, il avait donné lieu à quelques festivités. D'aucuns se reconnaîtront peut-être.
Je crois reconnaître un dénommé gendarme, par ici, et puis un dénommé Descartes aussi, quelque part par là. Et puis Jacques Boud au milieu. Voilà, donc ça c'était aussi l'après-vol, donc 77. Il y avait énormément de stagiaires. Hein, à cette époque-là, on a reçu Super Héros, on a reçu là il y avait l'ANEG, il y avait les militaires qui étaient toujours là. Beaucoup de stagiaires étrangers. Il y avait la coopération avec Albstadt, l'île d'Albstadt du Marais. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de bien. Et on est arrivé en 78, donc la dernière année qui nous est proposée. Alors 78, en fait, ça a été un peu... la fin de 77 a été un peu houleuse parce que nos 5 remorqueurs qui tournaient à longueur de journée dans la vallée, eh bien, ça faisait beaucoup de bruit. Et donc, Pierre, tout fraîchement arrivé à Châles, a dû éponger la colère des riverains. Il y a eu des manifs. Hein, et heureusement que Pierre Garcin et Pierre Tellier, les deux Pierre, nous ont sauvé la mise un jour de septembre, voilà, parce que c'était assez chaud. Voilà, on faisait vraiment beaucoup de bruit. Et c'est ce qui nous a décidé, effectivement, à partir de ce moment-là, à changer de moyens de lancement. Et on a commencé à penser au treuil. Donc 78, c'est l'année de la confirmation, on peut dire, de la trajectoire choisie, c'est-à-dire un développement rapide, surtout grâce à notre chef pilote, Pierre Pellier, et à son adjoint, et puis aussi Pierre Garcin. Et donc, on a commencé à faire des essais au treuil. On a ressorti un vieux treuil du fond du hangar, et puis on a commencé à faire quelques lancers. Et il paraît que c'est Daniel Beau qui l'avait bricolé. Le treuil. Voilà. Oui. Et bon, on a fait quelques expériences assez malheureuses, hein, parce que le treuil, il n'y en avait plus beaucoup en France. Je crois que même il n'y en avait plus du tout à l'époque. Et on n'a pas réinventé le treuil, hein, c'était un vieux mode de lancement. Mais on a fait des expériences qui n'étaient pas toujours très heureuses, mais on s'en est pas mal tiré, on n'a pas eu trop de pépins. Jean-François pourrait vous parler de ce qui lui est arrivé un jour avec un phébus. Voilà, je profite aussi d'avoir la parole pour remercier, parce que le treuil a vraiment été très très important pour le développement de notre club. Et je remercie c'est Alzheimer qui commence. L'homme qui nous a fait avoir voilà, M. Besson, qui nous a fait avoir des subventions qui ont permis de financer notre travail. Ah ouais, c'était sur le quai du TGV à Saint-Ex. Enfin bon, il était tôt le matin. Et donc Pierre qui était le maître d'œuvre et tous les autres non, Pierre Garcin qui était le maître d'œuvre et tous les autres qui ont suivi. Alors, donc le Phébus, c'est un donneur plus particulier qui avait le siège arrière fixe et assez peu incliné. Alors en fonction qu'on était grand, petit, on pouvait se positionner un peu comme on veut. Et comme la nature a été un peu chiche à mon endroit au moment de distribuer la longueur des jambes, je faisais partie de ceux qui étaient près du tableau de bord. Voilà. Jacques Boud, qui débutait aussi son treuillage, qui débutait sa phase, qui apprenait à treuiller aussi en même temps, accéléré de façon un peu vigoureuse. Donc moi j'ai reculé, je me suis approché avec le bras gauche, et juste après le décollage, le phébus il a basculé comme ça. Sans doute à cause du centrage arrière, à cause, on nous a dit après que la douleur de profondeur pouvait être déventée dans certaines configurations. Enfin bon, on avait pas de contrôle. Donc je m'approchais avec le bras gauche et je poussais le manche avec le bout des doigts. Et puis il est resté en ligne, bien droit, heureusement. Et il s'est remis en ligne de vol, il n'y a pas de problème, mais on a vendu le phébus. C'était sa dernière treuillée. Voilà. Et puis toutes les nuits, on a passé à des kilomètres de câble, parce qu'au début, on a merdillé pas mal. Ouais. Juste pour conclure cette période, donc, on a commencé à treuiller. Moi, de cette manière-là, j'ai épousé en fait une pilote d'essai. Parce que
on avait aussi essayé de troyer le bijab. Le bijab, il n'avait pas de crochet arrière, il avait un crochet avant. Donc il n'était pas vraiment adapté à la trouiller. Mais Pierre, et puis je crois Jacques Skorupka, qui est là aussi. Donc on fait des tentatives de treuil en bijab. Et donc je ne sais pas si c'était Sco ou si c'était Pierre, mais ma future épouse était en place avant, et donc elle a fait des essais de treuillage de bijab. C'est la première fois qu'on faisait le treuillage de bijab. Et donc j'ai épousé une pilote de sang. Voilà. Bon, on va conclure cette période vers l'avenir, donc 78. C'est la période où on a commencé à penser treuil fortement, et ça a suivi. Je ne sais pas, c'est Pierre qui va prendre la suite, je crois. Voilà, c'est Pierre qui va vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé, avec les voyages à droite à gauche pour aller essayer d'améliorer un peu notre technique de treuillage.